Je vais vous résumer ce livre, L'insoutenable vérité de l'eau. Il est paru en juin de cette année, 2019, écrit par Jacques Collin, qui en fait est chercheur spécialisé dans l'étude de l'eau depuis maintenant un certain temps, puisqu'en fait dans sa petite histoire, il dit qu'à l'âge de 56 ans, en 1989, il a eu un bouleversement dans sa vie, et en buvant de l'eau pure d'une grande qualité, il a compris les effets de la régénération sur l'organisme et le milieu cellulaire. Et du coup, il a fait beaucoup de recherches, il a écrit plusieurs livres d'ailleurs, celui-ci c'est le dernier, mais il y en a d'autres avant. Moi j'ai démarré par celui-là, parce qu'il était récent, voilà, après on verra effectivement ce qu'il va nous apporter au cours de ces 275 pages que je vais vous résumer maintenant, et à la fin je donnerai ma conclusion sur les apports de ce livre. Effectivement, c'est un livre qui, on va dire, décoiffe, entre guillemets, avec le côté presque insoutenable, tellement ça peut déranger nos savoirs. En tout cas, tout ce qu'on a bien voulu nous enseigner, issu de savoirs anciens, là encore avec des guillemets, mais c'est vrai qu'on en apprend tous les jours, et c'est ce qui va pouvoir aussi montrer au travers de ce livre, c'est que les choses évoluent. Mais maintenant, tout notre environnement ne s'adapte pas forcément, pour différentes raisons, aux nouvelles découvertes. Donc ce livre, je vais vous montrer en gros le sommaire ici, là, je vais vous le résumer chaque partie brièvement. Dans le prologue, en fait, il nous explique que notre corps et notre mental seraient a priori notre meilleur médecin. Bon, déjà, quand on commence comme ça, on voit le ton est donné, on va dire, et ça va parler d'eau, mais d'autres choses autour. Il dit, faut-il attendre les symptômes de la maladie pour s'apercevoir que l'on est en mauvaise santé. Donc déjà dans son prologue, il dit bien qu'on est face à un système auto-entretenu, lié à la peur et à la soumission, avec une médecine de la maladie, coûteuse, standardisée, normalisée, anonyme, bref. C'est des choses bien sûr que l'on lit à droite à gauche, et je pense que la plupart d'entre nous maintenant commencent à être conscients. Et effectivement, du coup, dans cet ouvrage, il va faire appel à nos possibilités cachées de force et d'énergie pour pouvoir être en final en meilleure santé. Et insister sur le fait que nos croyances en la fatalité du malheur et de la maladie, en final, nous apporteront que souffrance, et qu'il y a réellement d'autres solutions. Et donc, boire une certaine eau est une manière de vivre, et en final, une des portes de la santé. Voilà dans le prologue ce qu'il dit. Dans le premier chapitre, il rappelle en final la genèse de l'eau et de l'homme, parce qu'effectivement, en fait, c'est toujours la même eau que l'on boit depuis le début, ce n'est qu'une eau qui circule. Il insiste, il explique le fait que l'eau, ses formes subtiles sont appréhendables à travers le magnétisme. Donc c'est des choses qui vont être expliquées par la suite. Donc l'eau a une polarité négative, et on va retrouver ces notions-là plus loin dans les chapitres qui expliquent les avantages de cette polarité négative. Donc toutes ces propriétés, ce sont nos cellules qui vont en profiter, et ça c'est fondamental. Donc il dit après, en 7 années de médecine, les médecins qui nous soignent n'ont même pas reçu 1 heure de cours sur l'eau organique, principal constituant à 70% de notre organisme. Donc effectivement, pointe encore le fait de dire que voilà, c'est quelque chose qui est connu, 70% en masse de notre organisme, mais néanmoins, le fait de comprendre comment elle est constituée, sa vraie consistance, son état, son fonctionnement, n'est pas quelque chose qui aujourd'hui est abordé, parce que pas bien appréhendé par notre science actuelle ou passée. Donc effectivement, l'eau que l'on voit, c'est produit par des usines, et à peine 1% de cette eau produite est utilisée pour l'alimentation ou la boisson. Donc au final, cette eau aseptisée, elle est morte, aucune bactérie ne peut y vivre, c'est un des effets recherchés, et du coup, c'est selon lui impropre au fonctionnement cellulaire. Donc l'eau c'est H2O, ça tout le monde le sait, et l'hydrogène, qui est un atome très simple, en fait, c'est la matière première de l'univers. C'est 99% de sa masse. Voilà, donc effectivement, cette eau qu'on pense simple parce qu'on la voit tous les jours, elle est en fait constituée d'un des éléments les plus importants à disposition dans tout l'univers. Il va parler aussi de l'oxygène, parce que l'oxygène toute seule c'est bien un élément utile, mais c'est un élément aussi oxydant et avide d'électrons, donc qui va en final avoir
d'autres inconvénients. Donc l'oxygène est l'autre élément qui constitue l'eau. Et la conclusion de ce chapitre, c'est l'eau est partout et tout le monde s'en fout. Bon, ça peut être un sujet futur pour la chaîne Tout le monde s'en fout, mais je pense d'ailleurs ils en ont déjà plus ou moins parlé. Dans son chapitre suivant, avec cette petite phrase « Y a-t-il de l'essence dans l'eau ?», il explique qu'effectivement, tout ce qui est vin, bière, soda, jus de fruits, etc., ce sont des liquides qui contiennent aussi 99% d'eau, mais en fait, l'apport global est insuffisant pour notre corps, et surtout, ce sont ces qualités qui ne sont pas adaptées à nos besoins. Et en final, nos cellules ont besoin d'une eau pure pour pouvoir échanger de manière optimum, et notre organisme va s'épuiser à extraire une eau pure, une eau utilisable, et à supprimer tout le reste. Voilà, donc si nous utilisons ces boissons pour apaiser notre soif, sans boire d'eau naturelle ou très peu, nous affaiblissons progressivement la fonction cellulaire, qui pourra de moins en moins faire face à l'élimination des éléments indésirables et des déchets infestant son milieu. Déchets du fonctionnement normal de l'organisme. Il faut bien imaginer qu'effectivement on a juste un fonctionnement qui vise après à évacuer les résultats de notre fonctionnement de tous les jours. Et du coup, un certain nombre de fonctions métaboliques se feront mal ou cesseront définitivement, faute d'avoir reçu une eau conforme et adaptée à la vie. Donc cette eau pure doit garder sa capacité à véhiculer les éléments nutritionnels vers la cellule, ainsi que toutes sortes d'informations vitales. Ça, on le redétaillera plus tard, sujet très important. Puisqu'au final, si l'eau est encombrée, l'eau cellulaire, extracellulaire est encombrée par des éléments inertes ou nocifs, elle ne laissera plus passer, ou bien mal, les informations essentielles apportées par les éléments nutritionnels vitaux et certaines fréquences vibratoires. Voilà, donc à ce titre-là, il dit, nous pouvons dire d'ores et déjà que l'eau cellulaire est un relais aussi bien des forces telluriques que cosmiques reçues par notre corps en contact permanent avec l'univers. Ça fait partie des choses qui peuvent être, on va dire, surprenantes pour certains d'entre nous. Maintenant, il va encore insister par la suite pour montrer qu'effectivement, nous ne sommes pas que du matériel et qu'il y a bien cette notion d'information et d'énergie qui nous constitue. Donc, le rôle est essentiel pour garder et transmettre ces énergies subtiles. Et de nombreux exemples montrent que des initiés peuvent vivre grâce à un jeûne quasiment permanent en buvant uniquement de l'eau. Donc c'est là aussi un sujet insoutenable, voire dérangeant. Voilà, ce sont des choses qui existent, c'est pas pour ça qu'il faut le faire et qu'on sait l'expliquer, mais quelque part on retrouve dans ces phénomènes-là le fait que les informations transmises à travers l'eau peuvent être utiles à certaines personnes pour survivre, pour vivre. Et du coup, parce que non observable par des instruments scientifiques actuels, la science ignore et exclut le principe de l'essence de la vie, qui ne s'aborde qu'avec la sagesse de l'âme, comme il dit. Les phénomènes électriques qui font fonctionner notre corps se font à travers l'eau, qui elle-même est sensible au champ magnétique. Et elle va enregistrer des signaux et les remettre au niveau cellulaire. Donc voilà, après au niveau cellulaire, effectivement, plusieurs études ont montré que la cellule se comporte comme un petit oscillateur électrique qui vibre à une fréquence précise, et que l'eau va être le relais pour fournir des micro-énergies nécessaires pour entretenir cette oscillation cellulaire. Donc les molécules d'eau se comportent à la fois comme émetteurs et comme récepteurs, et comme système de mémoire, et assurent le stockage de l'information. Donc oui, pour lui, l'eau c'est l'essence de la vie, avec un rôle de transmission et de stockage de l'information. Dans le chapitre suivant, l'eau de la chair, on va en fait aborder différents sujets. Alors on va passer par exemple les lapins dans une cage en plomb qui en final, bien que nourris, éclairés, chauffés, finissent par mourir au bout de 15 jours parce que coupés du rayonnement cosmique. C'est une expérience, on va dire, assez connue que vous pouvez trouver par ailleurs. Et toutes les études démontrent que l'eau que l'on devrait boire devrait être pure, ou la plus pure possible, et aminérale, c'est-à-dire sans minéraux. Donc là on est dans un chapitre, dans une partie essentielle, puisque ça revient sans cesse. Dès qu'on parle de filtrer de l'eau, c'est les minéraux, les minéraux. Donc là, il est précis là-dessus, et on va résumer ça assez simplement, en fait. De l'eau minérale chargée en minéraux, bu directement à la source, dans la montagne, c'est très bien, c'est fantastique, c'est d'une richesse infinie. Il démontre aussi un peu plus loin sur le côté
avec les ions négatifs. Par contre, stocké en bouteille, en final, lui il dit, ça présente autant de différences que d'admirer un animal sauvage évoluant librement dans son milieu naturel et de voir le même empaillé dans une vitrine. Donc voilà, en final, cette eau mis en bouteille va perdre l'énergie disponible qui était issue de cet écoulement naturel dans la source, et on va avoir des inconvénients vraiment très gênants, puisqu'en final, les minéraux ils seront plus disponibles. Il dit que l'on en utilisera à peine 1%. Tout démontre que de boire ces eaux-là, c'est aller dans le sens contraire de la vie, se laisser glisser sur des terrains de maladie et de la dégénérescence. Voilà ses propres mots. Et il explique tout ça par la suite en parlant de certains phénomènes, flocculation, etc. Donc il rentre assez dans le détail pour défendre cette idée qui est un fait, je pense, indéniable, qu'effectivement les minéraux présents dans l'eau sont potentiellement utiles quand ils sont encore énergisés par le mouvement naturel de leur source de base, tout simplement. Donc voilà, après il explique bien que ce sont à travers les sols et les plantes que l'on peut aborder des minéraux, sinon pour le reste ça sera plutôt des cailloux dans une eau morte. Au niveau des plantes, elles vont utiliser tout un tas de ressources pour rendre ces minéraux assimilables pour nous, à travers entre autres les bactéries du sol, et puis toutes les synergies possibles et inimaginables d'une plante vivante dans le sol, entre autres avec les énergies terrestres et les énergies cosmiques dont elle bénéficie directement, l'ensoleillement entre autres. Donc tous ces effets phytochimiques, en final, font que nos minéraux de nos plantes et de nos fruits sont assimilables pour nous, et ce sont les seuls en final qui nous sont utiles et qui nous suffisent amplement, surtout pas en rajouter à travers des eaux trop minéralisées. Donc la publicité buvez, éliminez, effectivement on va devoir éliminer par durée les éléments nocifs que l'on va absorber, tous ces petits cailloux en suspension présents dans ces belles eaux en bouteille qui ne sont en final aujourd'hui principalement que du marketing. Voilà, donc en final, l'eau pure, c'est un nettoyeur cellulaire. Comme on a souvent dit, elle est bonne pour ce qu'elle emporte et non pour ce qu'elle apporte. C'est là où l'eau est nécessaire, une eau pure et un minéral est nécessaire très régulièrement, en plus de l'eau apportée par les légumes et par les fruits. Il parle de populations qui boivent des eaux pures et très faiblement minéralisées, et des états de santé qui sont souvent assez élevés. Donc là, différentes études sont allées dans ce sens. Après, il parle aussi un peu des vaccins. On a un livre qui apporte des choses de manière assez globale et assez large. Il a été démontré que si l'action des antibiotiques, des vaccins ou du chlore dans l'eau détruisent les microbes et les bactéries, elles créent des virus à ADN spécialement actifs, résistants et contagieux, provenant justement des cadavres des microbes tués. Voilà, là je cite une partie de son livre. Pour le coup, c'est pareil, ça peut aussi pousser à réfléchir dans notre combat permanent contre la vie, contre les bactéries entre autres. On est probablement face à des phénomènes que l'on ne connaît pas et que l'on génère nous-mêmes, et qui pourraient aussi, là encore, expliquer une partie des maladies de civilisation, comme on dit. Donc on est face à une médecine quasi militaire, comme il dit. Voilà, donc par ailleurs, tous les phénomènes vibratoires qui sont autour de l'eau, la molécule d'eau se fait, se défait, s'accroche, forme des chaînes entre elles, se dissocie des millions de fois par seconde. Parce que l'eau a un pôle électrique positif et un pôle électrique négatif comme un aimant, en final. Donc on est face à des phénomènes qui sont quasi inabordables par notre science actuelle, voire passée. Par exemple, en se scindant en deux, la molécule d'eau procure de l'énergie. Tout ça à travers un fonctionnement enzymatique qu'il explique un peu par la suite. Là, donc, effectivement, si l'eau est de qualité médiocre, polluée, lestée de particules amorphes, l'organisme il a un travail supplémentaire avant que les enzymes puissent faire leurs actions. Toute cette énergie dépensée peut expliquer des fatigues, etc. Bref, je pense que tout le monde comprend bien que l'énergie, on n'en dispose pas d'une quantité illimitée pour chaque journée qui passe. Et donc, c'est des milliards de réactions qui peuvent cesser et qui peuvent,
nous apporter entre autres des incapacités à assimiler correctement des vitamines, des minéraux. Par exemple, comme il dit, certains ne fixeront plus le fer, ou moins bien le fer ou le zinc, ou d'autres personnes stockeront des graisses. Et ça pourrait être une cause dans cette eau polluée et tout un fonctionnement en cascade qui va du coup se retrouver freiné, voire complètement limité. Il parle aussi, bien sûr, des émotions qui transitent à travers cette eau, et qu'en final, nos émotions vont se retrouver à travers ce messager qu'est l'eau au cœur même de nos cellules. Et ça pourra aussi bien provoquer des cancers que les guérir. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que au final, ça marche dans les deux sens. Donc, une fois qu'on commence à comprendre et entrevoir ces fonctionnements, on peut aussi assez facilement les inverser. Donc voilà, donc la conclusion de ce chapitre, c'est apportons à cette eau, par nos pensées, la beauté, le rire et notre irrésistible besoin d'amour et de vie. Elle saura les rendre à notre corps par la santé, l'harmonie et la vitalité. Voilà qui est bien sympathique. Chapitre suivant, derrière le miroir de l'eau. En final, là-dessus, c'est entre autres encore, au-delà de 6000 ans, il dit la science officielle ne connaît plus rien sur l'histoire des civilisations humaines. C'est vrai que ça fait réfléchir. En final, on a acheté beaucoup de choses parce qu'on a voulu les redémontrer et ça se retrouve dans différentes lectures. Et en final, tout ce qui a été appris avant par les expériences, à mon sens et à son sens, il n'y a pas de raison de mettre tout ça à la poubelle parce qu'on ne comprend pas pourquoi on est arrivé à telle ou telle conclusion, quoi. Et c'est un peu dommage, quoi. Et en fait, aujourd'hui, notre science démonte la matière pièce par pièce. Il dit, comme un ignorant démontrait un poste de télévision pour voir où se trouveraient les images. C'est un peu extrême dit comme ça, mais pas tant. En final, il a dit par exemple que les maladies du cancer qui se développent actuellement illustrent parfaitement la symbolique de cette manière repliée sur elle-même. Et que dans les thérapies possibles, c'est le lâcher-prise de ses peurs, de ses habitudes, qui peut être une des solutions pour aller vers une amélioration de certains de ces symptômes et de certains de ces gros problèmes de santé. Le chapitre suivant, qui s'appelle La pensée crée la forme, donc on va se retrouver là dans cette notion d'eau porteuse d'informations. En final, on voit bien que la forme du corps humain, elle est en final influencée à travers ce qu'on appelle des champs morphogénétiques et des champs biophysiques, ou encore des champs de forme, et qu'en final, il y a bien autre chose que notre empilement d'atomes, de molécules, etc., issus de notre nourriture purement physique. Et donc dans ce chapitre, il explique effectivement que la pensée et des informations qui sont au-delà de notre compréhension influencent et prédominent à la forme, à notre forme en finale globale, quoi. Et il dit à la fin, notre corps va en être la résultante et notre eau intérieure la médiatrice. La pensée peut donc agir sur la forme. Voilà pour ce chapitre. Après, au cœur de nos cellules, donc il va revenir sur différents scientifiques, là, donc en passant par Monod, Darwin, pour expliquer en finale nos histoires d'évolution. Et on va du coup aboutir à, en finale, une expérience par exemple, et je pense avoir déjà cité dans un autre livre, avec des cellules prises dans un marin qui avait vécu des événements traumatisants suite à des combats d'avions abattus autour d'une guerre moderne, on va dire. Et ces cellules prélevées, en finale, réagissaient à plusieurs kilomètres quand on remontait à la personne des images traumatisantes. Donc voilà, encore une fois, des démonstrations que tout est dans tout et que nos cellules passent leur temps à s'informer et à s'aider les unes entre elles. C'est sa conclusion sur ce chapitre-là. Et du coup, l'eau est forcément un des médiateurs pour ces échanges d'informations. Et on est bien, du coup, dans le monde de la pensée, dans l'immatériel, ce que l'on ne sait pas mesurer, démontrer, mais qui existe concrètement à travers, entre autres, ces expériences. Et du coup, il dit, l'ADN qui est contenu dans chacune de nos cellules, c'est un ruban, en fait, sur lequel est inscrit tout ce qui a été vécu par la matière vivante depuis qu'elle existe, ainsi que tout ce qu'elle est susceptible de vivre.
à travers les vibrations entre autres. Voilà, encore qui est presque insoutenable, qui je pense peut en affoler plus d'un, parce qu'effectivement, mais clairement on est issu d'une matière qui existait déjà avant, donc pourquoi ne pas imaginer qu'une information est conservée et que nous pouvons en avoir une bonne partie présente en nous. Donc il dit cet ADN, antenne cosmique, capte les champs et les formes particulières à la construction de l'organe à travers l'autoroute de l'information qui est l'eau organique. Voilà, pour ce chapitre. Donc nous avons tout moyen d'en sortir et l'eau que nous apportons à nos cellules va être un puissant agent messager des forces cosmiques que nous captons. Voilà la conclusion de ce chapitre. Après, l'univers vibratoire de la cellule, donc là on est sur le côté vraiment vibratoire, avec le fait que la matière n'est pas l'élément le plus essentiel, mais les rayonnements et les énergies qui sont les constituants de la matière en final et qui vont aboutir à leur forme matérielle. Donc là je vais passer assez vite, il parle de Lakowski, Marcel Violet, tout un tas de personnes qui ont travaillé autour de, entre autres, l'énergie lumineuse emmagasinée dans l'eau, qui sert aussi d'échange d'informations. Il parle aussi de Pauling, prix Nobel de chimie, qui avait prédit que la conformation spatiale des molécules, donc la forme, était plus importante que leur composition chimique. Par exemple, il cite la vitamine C de synthèse, qui en final a les mêmes constituants, mais qui spatialement est différente et qui du coup n'est pas aussi efficace et assimilable pour l'organisme. Il parle aussi du professeur Warburg, prix Nobel de médecine en 1933, qui parlait lui des cellules cancéreuses ou des cellules malades, en montrant que les polarités étaient inversées, et du coup, elles ne fonctionnaient plus de manière correcte, et la cause principale, c'était le fait que l'eau extracellulaire était infestée d'éléments indésirables. Donc voilà, ça commence déjà à remonter à un certain temps. Chaque cellule communique et s'informe avec les autres, et entre autres, on retrouve la notion de flash de lumière cohérente ultraviolette dans ces échanges d'informations. Voilà, il parle encore d'autres études avec Émile Pinel par exemple. Donc j'arrête pour ce chapitre-là. Alors l'eau se souvient, c'est un chapitre bien sûr essentiel, fondamental, surtout après la douche froide liée à l'homéopathie, où je pense que pas mal de gens ont dû retenir que en final l'homéopathie ça marche pas si on la rembourse plus. Mais dans ce chapitre, moi je vais faire court, mais il reparle bien évidemment de la mémoire de l'eau et de toutes les études qui ont pu être faites, en passant par Jacques Benveniste, en passant par le docteur Pope, avec la biologie de la lumière, etc. etc. Il dit « L'homme moderne et scientifique a plongé dans la matière par sa seule pensée analytique issue de ses 5 sens. Il a découpé, disséqué l'information et l'objet jusqu'à sa limite extrême observable. Il a ainsi grossi démesurément le détail au détriment de la globalité, sans pour autant en avoir compris la finalité. » Je pense que ça résume bien ce chapitre. Nous avons de plus en plus de spécialistes qui s'accrochent sans aucune vision globale à leurs analyses avec des brins de savoir grappillés à la connaissance du grand tout. C'est vraiment le point essentiel de la situation globale aujourd'hui autour de la santé et du reste d'ailleurs. Nos 5 sens, lui il dit qu'on en a 12, en passant par l'intuition, la télépathie, la télékinésie, la clairvoyance, la clairaudience, etc. Effectivement, je pense qu'on est quand même pas mal à comprendre qu'il y a bien d'autres choses au-delà de nos 5 sens, et que du coup, quand on commence à leur donner une place, on commence à pouvoir ressentir des choses et savoir que c'est pas parce que c'est pas mesurable que ça n'existe pas. Donc il insiste encore sur le fait que derrière la matière, il y a un système d'information, et que c'est l'eau qui est au milieu de tout ça. Donc Benveniste, entre autres, a fait des expériences in vivo pour démontrer que des choses diluées des milliers de milliards de fois dans de l'eau pure pouvaient influencer concrètement, par exemple, le débit d'artère ou un rythme cardiaque. Et à contrario, ces effets peuvent être supprimés en exposant cette haute dilution pendant 15 minutes à un champ magnétique. Sincèrement, il faut se rappeler de ça, je pense, quand on parle des pollutions électromagnétiques, quand on parle de beaucoup de choses par ailleurs, quoi. Et en 1996, il y a cette célèbre expérience où, à travers d'ordinateur à ordinateur, à travers une ligne téléphonique, il a pu reconstruire des informations et des signaux dans de l'eau pure qui retrouvaient du coup cette information. Là, on peut bien imaginer
effectivement, les lobbies chimiques et pharmaceutiques, j'en dirai pas plus, mais ça pose question. Et là d'ailleurs il parle de beaucoup de gens qui se sont retrouvés, on va dire, un peu éliminés ou mis de côté après leur découverte qui allait dans ce sens-là. C'est bien dommage, mais je ne développerai pas plus cette partie-là. Il parle aussi de la bioélectronique de Vincent, avec l'étude systématique de la dynamique de l'eau et des éléments aqueux sur les systèmes vivants. Là encore, beaucoup de choses ont été démontrées et expliquées. Et ça met en valeur le fait que notre corps reçoit un surplus d'énergie en dehors des lois classiques de la thermodynamique. Donc nos lois physiques anciennes sont dépassées, et c'est pas une critique, on apprend tous les jours et c'est bien. Et il est utile de prendre en compte d'autres découvertes. Entre autres, ce qu'ils appellent les tachyons, qui font partie de ce monde mystérieux des microparticules là. Et depuis 1993, on démontre qu'elles existent et qu'elles ont des propriétés un peu étranges, on va dire, puisqu'elles sont beaucoup plus rapides que la lumière, et que du coup, on commence à se dire il y a des choses que l'on ne maîtrise pas du tout. Entre autres, il parle de l'effet Casimir, là, où depuis 1995, on montre que des particules peuvent être créées à partir de rien. Dans ce chapitre, il va aborder aussi le fait de savoir qu'est-ce qu'un électron. Alors effectivement, on a tous en tête l'atome avec le noyau au milieu et les électrons qui tournent autour. Et bien en fait, on n'a jamais pu saisir une de ces particules pour l'observer. On ne sait pas si c'est une onde, une particule ou les deux à la fois. Donc là, ce qui est pointé du doigt, c'est qu'on peut mesurer les limites de nos connaissances et l'étendue de nos ignorances. Bon, c'est la vie, on en apprend tous les jours, mais quelque part, franchement, c'est quand on voit des grosses affirmations avec des grosses démonstrations que ci n'existe pas ou que ça existe, je pense qu'il faut vraiment rester humble par rapport à tout ça, puisque on ne sait pas tout et c'est tant mieux, et je pense qu'on saura pas tout pendant encore très longtemps, puisque tout ça est fortement complexe. Donc là on parle d'un monde avec des électrons qui seraient plutôt des trous noirs, avec un monde où la vitesse pourrait être infinie, où le temps n'existerait pas, bref, des choses difficiles à soutenir, difficiles à imaginer, mais fondamentalement intéressantes pour imaginer d'autres mondes et d'autres solutions. À la fin, il conclut en disant « 99% de nos pensées et de nos émotions sont façonnées par des images et des sensations qui émanent directement de notre univers physique, alors que celui-ci ne représente qu'1% de ce qui nous parvient de la réalité de la vie. » Chapitre suivant, l'eau électronique. Voilà, la partie électrique de l'eau, là encore quelque chose qui n'est pas facile à appréhender. En fait, du coup, les eaux de distribution urbaine sont des eaux qui sont complètement alcalines et oxydées, en final, sans richesse électronique. Et du coup, elles sont en concurrence avec pas mal de phénomènes internes, et elles concourent activement à notre dévitalisation. On a du coup globalement besoin de lâcher prise à toutes nos croyances et à nos convictions pour là aussi aborder tout ce qui a été faussement acquis au travers de toutes nos expériences ou de tous nos enseignements un peu forcés. Et la richesse électronique de l'eau est à rechercher. Alors ça se mesure par le RH2, donc là je ne rentrerai pas dans le détail, ce sont des choses concrètes, mais par rapport à nos milieux organiques oxydés, nous avons besoin de cette eau avec ses propriétés électroniques. Et en final, il aborde du coup, au moment de ce livre-là, que l'eau est à la base de l'explication, entre autres sur le fait que on pourrait vivre 120 à 150 ans, et qu'il le dit bien par ailleurs, d'ailleurs, qu'au final, il pourrait y avoir plein d'autres sources, on va dire, au raccourcissement de la durée de vie, ou en tout cas de la vie en bonne santé, mais qu'on va retrouver dans ce chapitre un élément important sur le fait de dire que cette eau doit être vivante, et du coup il détaille ici sur ce que ça veut dire vivant. Donc c'est un surplus d'électrons, c'est ce qui va éviter d'avoir des éléments en suspension dans l'eau qui vont du coup devenir bloquants, et que c'est plutôt
des éléments en suspension chargés négativement. D'ailleurs, on estime la charge électrique à 40 millivolts par petite particule en suspension dans une eau vivante, quoi, et c'est pas rien. Donc voilà, je vais faire court sur ce chapitre-là, il est assez précis, il parle par exemple de l'eau de milieu naturel récupérée par une population des Hunza qui en final était issue de phénomènes de tourbillons qui étaient dans leur torrent. Cette eau a été analysée dans le détail et pour comprendre qu'effectivement elles avaient des effets qui neutralisaient les radicaux libres entre autres, hein, qui sont là encore des éléments soit autogénérés par notre fonctionnement, soit apportés par l'alimentation industrielle entre autres. Le chapitre suivant, l'eau de la liberté. Alors là il va parler de l'argent liquide entre autres, hein, c'est un livre qui apporte beaucoup de sujets. Il va parler de pas mal de choses. En fait derrière tout ça il y a l'énergie libre, hein, avec l'eau combustible, avec tout un tas de techniques. Donc il va citer plein de chercheurs qui ont mis au point différentes techniques pour faire en sorte de récupérer l'énergie présente dans l'eau, parce qu'en final, comme toute matière, entre les électrons et le proton, on a ce vide et cette énergie disponible. Et donc là il rentre dans beaucoup de détails autour de tout ça, en parlant de la sonoluminescence avec la libération d'énergie sous forme de petites bulles suite aux ultrasons émis dans l'eau par exemple. Donc c'est un chapitre à part entière qui quelque part là est encore aussi très perturbant parce qu'on va pouvoir lire beaucoup de choses sur le sujet, avec du coup en final une compréhension qui n'est pas évidente de savoir si ça existe, si c'est possible, pourquoi c'est pas encore déployé. Bon, vous pourrez vous faire votre avis en lisant cette partie dans son chapitre. Du coup après il arrive à l'épilogue, donc la pureté de l'eau est un gage essentiel de notre liberté, ça c'est sûr qu'il a assez insisté là-dessus, hein, avec des eaux saturées qui parasitent les signaux chimiques. Nos signaux chimiques, il ne faut pas oublier, hein, à travers nos systèmes hormonaux par exemple, hein, si on a des eaux saturées et un liquide extracellulaire saturé, nos signaux chimiques à travers nos hormones peuvent être perturbés. Et après on va se poser des questions, par exemple, ça c'est moi qui le rajoute, mais si on a des problèmes d'hypothyroïdie haute, pourquoi la cellule ne reçoit pas ce qu'elle devrait recevoir. Donc on est bien en perturbation des signaux chimiques, et tout ce qui est informationnel, qui est plutôt là, les plus subtil et difficile à appréhender, mais elles sont clairement présentes. Donc l'eau peut, à l'aide de notre pensée, extraire du monde environnement qui nous environne des informations adéquates et qu'elle peut transporter au cœur de nos cellules. Il rappelle donc l'importance de l'eau dynamisée ou magnétisée. Et puis dans ce chapitre il parle aussi du coup l'eau qui était intégrée dans les architectures des lieux sacrés, hein, puisque les églises et d'autres monuments étaient traversés par des courants d'eau, et tout ça était bien maîtrisé à l'époque avec une approche globale là aussi de personnes qui ont disparu mais qui savaient faire pas mal de choses. Donc voilà. Alors, ma conclusion personnelle, c'est qu'effectivement, pour faire synthétique, boire autre chose que de l'eau pure, voilà, ok, on va dire c'est la boisson plaisir ponctuelle, hein, c'est, on va dire dans les 20%, hein, histoire d'avoir une vie sociale et puis se faire plaisir avec. Mais quelque part, 80% du temps, l'eau pure devrait être notre alimentation, enfin notre boisson principale, en dehors des légumes et des fruits, hein, donc les 1,5 litre et compagnie, là, tout ça dépendra de chacun, dépendra de notre alimentation. Donc le plus pur possible et à minéral, donc sans minéraux. On va lire partout, même pour des gens qui vendent des systèmes de filtration d'eau, qu'il faut soit remettre des minéraux, soit les garder. Alors dans l'absolu, si on remet des minéraux dans l'eau et qu'on dynamise le tout, qu'on remet un bon niveau énergétique et qu'on a des minéraux qui redeviennent assimilables, pourquoi pas. Maintenant, la maîtrise de tout ça me paraît assez difficile. Donc en montagne, l'eau de source qui est pleine de minéraux, du coup, bienvenue. Après, le reste en bouteille, sincèrement, personnellement, j'évite, voire je n'en bois pas du tout. Après, l'importance du vibratoire, bien sûr, c'est fondamental, quoi. Cette eau, elle a un phénomène vibratoire et du coup, elle va être influencée du coup par tout un tas de choses.
et la dynamiser pourra être utile pour retrouver un niveau vibratoire intéressant et se retrouver avec une aide par rapport aux radicaux libres par exemple. Après, l'eau capte et garde des informations, donc du coup il me paraît important de faire attention aux informations apportées à l'eau, donc la provenance par exemple, donc l'eau du robinet peut venir des rivières en partie des stations d'épuration, avec de l'eau suffisamment bien nettoyée, mais qui du coup va garder des informations. Donc attention à sa provenance, à sa considération aussi, quelque part. Une eau, on va dire, en bouteille, maltraitée au sens gérée dans des conditions difficiles par des gens qui ne sont pas forcément dans des bonnes conditions de travail et compagnie, peut être quelque chose de négatif. Et du coup, attention aussi à la proximité des champs magnétiques et électriques, parce qu'on peut très bien avoir une eau qu'on a rendue assez pure, si on la stocke près de sources électriques ou magnétiques, ça peut du coup être assez dommage. Donc ce livre du coup aborde bien d'autres aspects que celui de l'eau. Je trouve que c'est sympa parce que ça montre encore que là tout se rejoint, et qu'on n'est pas à rester vraiment sur un sujet, d'autant plus que c'est ce qu'on critique par ailleurs, d'éviter de tout découper en rondelles là et puis de plus voir le grand tout. Donc j'aime bien ce livre qui ratisse large autour de ce sujet, et voir au global, c'est vraiment utile, et même si ça va à l'encontre des démarches scientifiques actuelles où on veut démontrer les choses en les regardant sous le microscope là, et tout seul et découper du reste. Après, ce livre m'a un peu décontenancé parce qu'en final il a beaucoup de répétitions. On va retrouver une information qui va être répétée la même dans différents chapitres. Bon, ça pourrait être utile pour certains, moi ça ne l'est pas forcément, et du coup c'est pas ce que j'ai préféré. Et puis dans sa forme, je peux vous montrer ici effectivement un exemple. On va voir dans le livre tout le temps quasiment différentes calligraphies et typographies, avec un coup du gras, un coup du normal, un coup des choses plus petites et centrées. Bon, ça m'a un peu décontenancé. J'ai plus l'habitude de livres plus marqués, plus structurés, on va dire. Voilà, maintenant chacun ses avis sur ce sujet. Donc en conclusion, vraiment, et c'est vraiment essentiel, au-delà du sujet de l'eau, on ne connaît pas tout, on a encore beaucoup d'ignorance, et on va encore découvrir beaucoup de choses, et c'est comme ça. Et du coup, prenons soin par ailleurs de l'eau que nous buvons, parce que nous en valons la peine, et c'est vraiment un sujet essentiel, effectivement. Voilà pour le résumé de ce livre.